Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Julien. Hello Samuel. Comment tu vas ? Ça va très bien, très content d'être là. C'est un plaisir de t'accueillir sur le Domino Podcast. Yes. Et on va prendre un peu de temps aujourd'hui pour pouvoir parler BPI, parler un peu Afrique, parler de quelques sujets différents. Mais avant de ça, est-ce que tu pourrais te présenter ? Comment tu voudrais que le public te connaisse ? Ouais, totalement, je peux me présenter. Écoute, je m'appelle Julien, j'ai 27 ans. J'ai un cursus un peu classique, prépa, école de commerce, puis maintenant investisseur en spé blockchain, crypto, Web3. Mais non, ce qui a distingué un petit peu là ces dernières années, en tout cas ce cursus un peu classique, c'est mon appétence pour la tech. Je me suis motivé pour être full stack développeur pendant mon école de commerce. Ok. Alors, école de commerce et full stack développeur, c'est pas très commun ça. Ouais, c'est pas très commun, mais en fait, j'étais... ouais, on rentre un peu direct dans la partie blockchain, crypto, etc. Mais c'est un peu ce qui m'avait un peu caractérisé quand j'étais déjà en prépa. Il y a l'Ethereum qui venait de sortir le white paper en 2013, vraiment l'Ethereum en 2015-16. Donc je lisais un petit peu sans pouvoir mettre les mains dedans. Mais je sais que ça m'attirait. Et donc en arrivant en école, outre les plusieurs associations que je faisais, et c'est tout le principe d'un peu des écoles de commerce, je me suis mis à coder en me disant, ok, j'ai envie d'être technique, j'ai envie de faire quelque chose de créatif, mais avec cette visée de, d'une part, être autonome financièrement, mais aussi être un peu cutting edge. Et donc voilà, j'ai essayé d'être le plus rationnel possible dans mon approche pour devenir dev. Je l'ai fait pendant 3 ans, j'ai fait une dizaine de missions, franchement sans grosse ambition, mais ça m'a permis au moins de mettre les mains dedans. Et ensuite, j'ai continué avec un première expérience dans un ETF crypto. Il y en avait 2 dans le monde à ce moment-là. Il s'appelle Go In Invest, ils le disent toujours. Il était sur quoi cet ETF ? C'est-à-dire, parce que là, c'est le sujet du moment, spot Bitcoin, ETF lié au Bitcoin ou à l'Ethereum. Il y avait quoi ? Parce que pour certaines personnes, ils vont croire que l'ETF, en fait, c'est arrivé là maintenant. Mais ouais, en gros, ça existe déjà. Ouais, en fait, effectivement, au moment où j'étais, on créait un indice, puis un tracker, donc avec 10 crypto-assets qu'on rebalançait toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. Et ensuite, on reproduisait cet indice. C'était quoi les 10 cryptos ? Elle changeait. C'était tout le propre de l'analyse et elle changeait. Et c'était en 2016, donc c'est le moment des ICO, où il y avait beaucoup de scams. Et tout l'enjeu, c'était vraiment d'analyser les opportunités de manière hyper froide. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a permis de rentrer dedans avec cette analyse froide, un peu de finance traditionnelle, par des anciens de BNP, HSBC, qui avaient cette approche très, très rationnelle. Du coup, ça m'a permis un peu de mettre premier pied vraiment dans les cryptos. Et depuis, j'ai pas lâché. Depuis, j'ai pas lâché et j'ai essayé un peu de juxtaposer deux visions, une vision un peu traditionnelle et ma volonté de faire globalement de la banque d'affaires et d'être un peu de la finance trad, et ma volonté d'être un peu disruptif et d'être un peu le côté fun, je trouve, de l'innovation. Et donc du coup là, ce job à BPI, ça a permis totalement de faire les deux. Top. Et parle-moi donc, à BPI, c'est quoi ton poste ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton objectif ? Alors d'abord, je vais revenir un peu sur BPI. Ouais, vas-y. Ouais. Assez large. Même sur la mission de BPI un peu, non ? Ouais, total. Ouais. BPI France, d'ailleurs. C'est le fonds souverain français. Ok. Donc c'est financé par l'État. Il y a la moitié des... on a 2 actionnaires principaux, la CDC, Caisse des dépôts, et l'État français. Il y a 2 parties à la BPI, la partie financement et la partie investissement. La partie
Financement, c'est un peu la partie que tout le monde connaît. C'est notamment avec cette partie-là qu'on a fait les prêts garantis État. Et globalement, pendant toute la crise du Covid, ça a permis à l'État de financer l'économie française. C'est un peu le gros du mammouth. On est un peu partout en France. On a injecté plus de 60 milliards l'année dernière, en 2022, donc dans l'économie française. Donc c'est vraiment le bras armé de l'État en termes de financement. Pour quelqu'un qui n'est pas dedans, quand tu parles d'injecter 60 milliards, ça veut dire quoi? Combien de boîtes? Est-ce que c'est toutes les petites boîtes, on leur a donné un petit billet? C'est des prêts, c'est des dons, c'est des subventions? Il y a toutes ces formes-là de financement, et je vais justement y revenir sur la forme, parce que quand je disais qu'il y avait deux parties, partie financement, partie investissement, effectivement, il faut bien distinguer les deux. Il y a des prêts, où là, apparaît, c'est du financement, et donc c'est un prêt où on doit rembourser avec des taux d'intérêt et le principal, etc., au format assez classique. Et ensuite, il y a la partie vraiment investissement, où là, justement, je travaille, et là, on est vraiment dans un profil plus d'institutions financières type fonds d'investissement, où on rentre dans le capital d'une société. Et l'objectif à terme, c'est d'une part de l'aider à grossir, et ensuite à la fin de réaliser une cession, une sortie, et donc réaliser des plus-values dessus. Donc là, on a vraiment deux objectifs, deux manières de financer, et d'ailleurs la deuxième partie c'est d'investir, qui sont assez différentes. Okay. Et du coup, vous rentrez, c'est quoi un peu votre thèse d'investissement? Vous rentrez à quel moment un peu la BPI? On peut rentrer à plein de niveaux différents. Okay. On couvre globalement tous les stages de que ce soit de seed, pré-seed. Du coup, il y a une partie directe, la partie investissement, qui investit du pré-seed jusqu'au late stage growth, quasi tech buyout, donc des tickets qui peuvent être à plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de millions, ou bien des tickets à quelques dizaines de milliers d'euros. Donc vraiment, on couvre toute la chaîne de croissance d'une startup. Ça, c'est pour la partie directe. Et ensuite, il y a la partie indirecte dans laquelle je travaille, justement, la partie fonds de fonds. Okay. Donc, nous, notre job, c'est d'investir dans des fonds d'investissement qui, eux-mêmes, ont une stratégie particulière. Et donc, dans cette team-là, on a 17 milliards sous gestion et on investit environ 1,7 milliard par an, en fonction aussi de la conjoncture. Et donc, plus particulièrement, moi, j'ai été recruté sur la partie... alors, avec une double casquette, désolé, un peu trop. Vas-y. Avec une double casquette. La première, c'est une partie investisseur. Et donc, du coup, mon rôle, c'est d'investir dans des fonds crypto Web3. On a une poche de 100 millions qui a été allouée, donc, qui a été dédiée il y a environ 2-3 ans. Donc là, on a investi un tiers de cette poche. Okay. Et donc, j'ai été vraiment recruté sur cette partie-là. Donc là, tous ceux qui vont regarder, ils vont dire « Ah, on va aller récupérer les 2 tiers de ces 100 millions. » Alors, on investit uniquement dans des fonds d'investissement. On investit uniquement dans des fonds d'investissement et avec une thèse assez particulière, mais on pourra revenir un peu plus tard, avec des contraintes et des exigences, parce que ça reste un fonds souverain. Et donc voilà. Mais avant de repartir, là on est bien parti sur la BPI et on prendra vraiment le temps dans la partie 2. Avant de rentrer dans la BPI, je veux savoir, toi, donc tu as parlé école de commerce, full stack développeur, donc tu es rentré dans le monde du Web3. Pourquoi tu crois au Web3 au point d'être un de ces acteurs qui ont un impact national et ont un impact vraiment à l'échelle d'un pays? Qu'est-ce qui t'a amené dedans? Qu'est-ce qui t'anime dedans? Ouais, totalement. Il y a deux choses. La première, c'est un peu une réponse... c'est une vraie réponse, mais plus rationnelle et plus économique. Depuis le début, c'est-à-dire depuis le début où je m'intéresse vraiment à la chose, donc fin 2014 environ, 2013-2014, je me rends compte qu'on est en train de vivre un tournant qui est quand même... qui est majeur, on peut le dire. C'est une innovation de rupture. Et on a un peu cette hype et cette vibe qu'on a eu dans les années 90, dans les années 2000 avec Internet. Que nous, finalement, notre génération, on n'a pas trop vécu. Pas vraiment vécu. Et en fait, ça s'insère dans une dynamique, dans des vagues d'innovation qui sont là. Il y a un peu la théorie des 4 vagues d'innovation, avec la première pendant la révolution industrielle, la deuxième pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu la révolution plutôt de l'écriture?
d'abord l'imprimerie. Dans les vagues d'innovation imprimerie. L'imprimerie, c'est ce qui a lancé une des premières révolutions, qui est vraiment ce fait de transférer l'information. Ouais. Et surtout, nous, dans un réseau où on est, en fait, Internet et blockchain, c'est surtout de la transmission d'informations. Donc, la première manière d'avoir transmis de l'information à grande échelle, c'était la capacité de l'imprimerie, la capacité à donner de la connaissance à plus grande échelle. Et c'est ça qui a lancé pour moi la première révolution. Technologique. Ok. Je précise. D'accord. Ok, d'accord. Révolution technologique. Mais effectivement, en termes de diffusion d'informations, ouais, totalement. Et là, on s'insérait plutôt dans la dynamique de diffusion d'informations et ensuite plutôt dans la chronologie du Web 1, Web 2, Web 3. Ouais, ok. Là, cette Donc les quatre, conception c'est industriel. révolution industrielle, post-Seconde Guerre mondiale. Ok. Donc la période des 30 glorieuses, un peu. Globalement. Ouais. Ensuite, c'est la troisième, c'est plutôt l'aspect digital, Ok. 70, 80, 90. Finalement, Silicon Valley, l'essor d'ailleurs aussi du VC, du venture capital, de l'investissement en forme de venture de VC. Capital risque. Capital risque. Ouais. Et enfin, là, on est dans la dernière, enfin dans la nouvelle, qui est caractérisée notamment par l'essor de, notamment, et ça c'est une conviction, la blockchain et le Web 3, mais aussi une diffusion plus large de solutions deep tech qui impliquent des compétences scientifiques de pointe dans différents fields, dans différents secteurs différents. Ok. Et je suis persuadé que en fait, la blockchain est intrinsèquement, elle redonne la propriété aux personnes et donc du coup, ça leur permet de davantage se sentir touchés par ces révolutions, par ces implications. Et dans ces révolutions, désolé, je te coupe vite fait, mais dans ces révolutions, est-ce que tu penses que la blockchain a un plus gros impact que l'intelligence artificielle ou est-ce que les deux s'équivaut? Quel est, dans cette révolution, quel est vraiment le fer de lance de cette nouvelle révolution? Hyper subjectif, ouais. D'une part. Je commence par ça en me battant. Non, c'est vrai, c'est hyper subjectif. Moi, mon axe, c'est clairement la blockchain. Et pourquoi et d'ailleurs, c'était le deuxième point de ma réponse à la précédente question. C'est mon histoire et qui je suis. Je suis Franck Tololais. Et cette dimension internationale et d'ownership qui est redonnée, encore une fois, avec un aspect vraiment décentralisé et international, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus que l'aspect purement IA. Donc voilà, ça c'est un peu subjectif. Et ensuite, je pense que c'est assez particulier parce que je pense que l'IA et la blockchain, finalement, à environ 1 an, 2 ans d'intervalle, dans le plateau et dans le côté mainstream, plus. Ouais, totalement. Dans la diffusion médiatique des sujets, c'est globalement les deux sujets qui ont pris pas mal de temps. Et ils sont quand même, pour moi, assez diamétralement opposés. D'un côté, on a l'IA et l'IA Generative AI, notamment, qui permet de produire de manière infinie. On n'a jamais plus produit depuis ChatGPT. Totalement. Et en même temps, ça ouvre la porte à toutes les nouvelles formes de deep fake news et de fake news de manière générale. À l'inverse, on a la thèse de la crypto, de la blockchain, qui promet justement effet de rareté et surtout de l'authenticité systématique. Systématique et qui est censé à chaque fois être au cœur des produits. Et donc du coup, on a quand même, et globalement, on redonne l'ownership aux personnes et on est totalement pas dans cette optique de diffusion de masse partout sans vérifier. Et donc, les deux sont quand même assez opposés et pourtant ont eu globalement la même hype d'un point de vue du grand public. Moi, je le partage souvent. Pour moi, ils sont certes opposés, mais c'est comme le yin et le yang. Exactement. C'est deux choses qui s'interconnectent, qui se contrebalancent. L'un est la solution à l'autre, l'autre est la solution de l'un. Tu vois. Persuadé qu'on va avoir besoin de systèmes sous forme de blockchain pour pouvoir maîtriser toute cette diffusion d'informations qui va augmenter de manière exponentielle dans le futur. Donc, du coup, voilà, pour répondre à ta question, un peu ces deux raisons. Première, c'est
je suis persuadé qu'on est en train de vivre un peu un tournant. On le sent, tu vois, il y a des films, il y a des films qui se lancent uniquement sur cette révolution. Tu peux un peu sentir la motivation des personnes qui sont quand il y a des événements, quand il y a des personnes qui se lancent, et plusieurs personnes de la finance traditionnelle notamment se lancent dans la partie crypto. Et ils le disent, les anciens en tout cas le disent tous, que c'est un peu comme dans les années 90-2000. Et globalement, on est au début, environ 400 millions d'utilisateurs, il me semble. Donc, c'est un peu l'équivalent de 1999 quand on prend l'adoption de Internet. C'est le début. Ok. Donc, voilà, l'iPhone, c'est 2007. Donc, le mass market, ce sera pour ça arrive. killer app, ce sera pour plus tard. Mais très content d'être un peu dedans, d'être acteur. Okay. Et c'est hyper aussi enrichissant d'un point de vue un peu intellectuel parce que tu te challenges sur plein de choses parce que c'est nouveau. Ces nouvelles grilles de lecture, elles sont à construire. Du coup, c'est top. Ok, nice. Bah, du coup, maintenant qu'on a bien parlé de toi, je propose qu'on passe à la deuxième partie et on rentre dans le débat avec la BPI. À tout de suite. On est de retour. J'en profite comme d'habitude pour vous rappeler de vous abonner, de lâcher un like, 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Ça nous donne de la force. N'hésitez pas à commenter et à venir discuter un peu avec nous ou aller voir les invités sur LinkedIn pour leur dire à quel point ils sont formidables. Et sans plus tarder, bah, du coup, on revient avec toi. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que la BPI, en gros, c'est le fonds souverain de l'État. Moi, quand j'entends BPI, j'entends Startup Nation. Ok, ouais. Et du coup, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous accompagnez que les startups ou vous accompagnez aussi les grandes boîtes? Alors, on peut accompagner. Alors, qu'est-ce que c'est une grande boîte? Qu'est-ce que c'est une grande boîte, clairement. Les boîtes du CAC 40, tout ça, est-ce que c'est... Voilà, les boîtes du CAC 40 en direct, c'est pas notre rôle directement de les accompagner, mais quand il y a des enjeux stratégiques, c'est le bras armé de l'État. Et donc, tout l'enjeu de BPI France, c'est de faire en sorte que l'écosystème soit riche et puisse se développer. Okay. En théorie, les boîtes du CAC 40, elles n'ont plus besoin d'aide et de se développer. Donc, voilà, la réponse simple, c'est non. Après, on est globalement flexible, on peut faire plein de choses. Ok. Du coup, explique-nous vraiment qu'on comprenne c'est quoi la BPI, quand est-ce qu'on peut s'adresser à la BPI et quel est son impact sur l'écosystème. Ouais. Alors, du coup, c'est quoi la BPI? Étape par étape. C'est quoi la BPI? BPI, donc, c'est le fonds souverain français. Pour vous adresser à la BPI, il y a plusieurs canaux, mais quand vous montez votre société et que vous cherchez des financements, notamment, donc du coup là, c'est la porte financement que je mentionnais tout à l'heure, sous forme de prêt. Pour lancer les entreprises et pour le début de la vie des entreprises. Il y a des relais régionaux partout en France et donc des experts régionaux qui vont être là et qui vont accompagner globalement tout le tissu économique français des petites micro-sociétés, toutes les startups qui peuvent monter jusqu'à série A, B, C, D en rente de financement. Ouais. Donc ça, c'est du acteur bancaire assez classique. Et ensuite, vous avez la partie donc investissement que je mentionnais tout à l'heure, où là, on peut rentrer dans des boîtes en direct contre donc, du coup, de l'equity. Et donc, du coup, c'est vraiment une forme un peu d'investissement classique. Point important, je suis en fonds de fonds, donc du coup, dans la partie indirecte. Et donc, en théorie, il y a le Chinese Wall, c'est-à-dire donc pas de communication directe entre les investissements du coup, qui se font en direct dans des sociétés et des investissements qui sont en indirect dans des fonds d'investissement. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt potentiel. Okay. Exemple, j'ai investi dans un fonds d'investissement qui lui-même veut investir dans une startup, Ledger par exemple, et en même temps, le fonds veut investir, le fonds direct de BPI France veut investir dans Ledger. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt, donc du coup, Chinese Wall, il n'y a pas de... C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un fonds dans lequel vous investissez, qui a déjà choisi d'investir dans une boîte, vous ne pouvez plus investir dans cette boîte-là. Non, c'est pas ça. C'est que nous, quand on investit dans un fonds,
on n'a pas de vision directe sur ce que fait la partie directe. D'accord. Donc, vraiment, Chinese Wall, on bosse en stand-alone avec des rationnels qui sont propres à chaque team. Du coup, ici, on avait reçu Richard, que tu Chez connais Richard bien. Hamelin de Et du 50 coup, Partners. donc, en gros, toi, ton travail, c'est investir dans des fonds comme celui de Richard pour pouvoir permettre à ces fonds d'investir dans l'écosystème startup et accompagner les... Ouais, ça c'est un bon exemple, puisque justement, en l'occurrence, il fait partie de l'écosystème VC, donc 50 Partners. Néanmoins, les contraintes BPI font qu'on ne peut pas investir dans tous les fonds. Ok. Les contraintes sont les tickets d'investissement. Comme je le disais, on a une poche de 100 millions à investir. L'objectif, c'est d'avoir environ 12-13 lignes, donc 12-13 investissements. Et avec les ratios de diversification et la force de travail, si je puis dire, en fait, l'équipe en charge du fonds, on cale les tickets d'investissement, on les size en fonction de cette poche qui est allouée. La conclusion de ce sizing, c'est notamment des tickets qui sont le sweet spot pour être large, entre 5 et 15 millions, pour être très large. Ok. En dessous, on ne peut pas, et donc du coup, de facto, ça limite les possibilités. Mais en théorie, oui. En théorie, c'est exactement ce type de fonds d'investissement que l'on pourrait faire. En gros, pour faire simple, notre objectif, il est triple. Un, c'est de faire en sorte que les VC, c'est de faire en sorte que les startups, c'est le premier objectif, que les startups dans le Web3 trouvent des financements. Donc, au début, la BPI France avait investi en direct dans des startups. Et ensuite, on s'est rendu compte que le moyen d'être le plus efficace et d'avoir un plus gros impact sur l'écosystème français n'était pas d'investir dans une, deux, trois, quatre, une dizaine de startups, mais plutôt d'investir dans des fonds qui eux-mêmes auront une dizaine, quinzaine, vingtaine de lignes, nombre d'investissements dans des startups. Et donc, du coup, notre impact sera plus grand et plus diffus. Ok. Donc, du coup, voilà, premier objectif, c'est vraiment faire en sorte que les startups françaises trouvent des financements. Le deuxième, c'est de faire en sorte que l'écosystème VC soit riche. Donc, c'est que des fonds traditionnels qui étaient dans de la tech, mais qui ne faisaient pas de Web3, puissent créer des véhicules dédiés au Web3 à la blockchain et qu'on soit performant en termes d'analyse, mais également et qu'on soit compétitif sur des rounds qui nécessitent aussi d'avoir des gros fonds. Ouais. Donc, typiquement, et on pourra en revenir après, mais il y a un enjeu de compétitivité, mais le plus gros fonds américain dans le Web3, A16Z, c'est 4,5 milliards, le fonds. Mais du coup, pour un fonds souverain, c'est quand même une goutte d'eau, 100 millions face à 4,5 milliards. Ouais, c'est un bon point, c'est vrai. Et surtout, quand on le voit en Europe, l'écosystème VC, en règle générale, dès qu'il y a une boîte qui se fait et qui a un réel succès, tout de suite, le réflexe, c'est de se tourner vers les US. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à investir autant? Parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas l'ambition, parce qu'on n'a pas l'envie. Qu'est-ce qui fait qu'au final, nous, donc la BPI, qui est quand même un peu le fer de lance, le mastodon, lui-même ne peut pas ouais, totalement. se battre à armes égales avec ses gros fonds. Alors, première chose importante, c'est que la BPI ne fait pas le marché. On impulse, on est une goutte d'eau. Ouais. D'actifs sous gestion, c'est 17 milliards, mais 17 milliards, ça reste une goutte d'eau quand on regarde le marché d'investissement à l'échelle européenne. On impulse. On ne peut pas se battre à armes égales avec des fonds, régionaux, notamment américains, mais aussi asiatiques. Notre but, c'est vraiment, et notre rôle, c'est vraiment d'impulser une tendance et pas de faire le marché. Donc, comment on fait pour impulser? On aide à se développer des fonds européens qui ont pour ambition de devenir les leaders de demain, internationaux. Et donc, on parlait de A16Z, justement, 4,5 milliards, c'est leur fonds flagship Web3. Le plus gros européen, nous, il est environ à 150, un peu moins de 150. C'est Greenfield. Greenfield Capital, c'est globalement des Allemands, ils sont un peu décentralisés, mais globalement des Allemands. Voilà, 4,5 milliards vs 150 millions.
Nous, notre rôle, c'est d'avoir un fonds qui impulse, donc c'est un fonds de 100 millions, et de mettre des tickets dans ceux qui ont pour ambition de devenir plus gros et de les aider à avoir des relations institutionnelles pour que, voilà, ils ont fait leur due diligence, donc toute la période d'analyse avant l'investissement. Ils ont passé toute la période de due diligence avec BPI France. Du coup, ils vont être armés pour aller voir d'autres LP, Limited Partners, toutes les personnes qui investissent dans le fonds, de manière plus sereine, parce qu'ils ont passé toutes ces stades d'analyse BPI France. Donc du coup, notre rôle, il est vraiment là, c'est de mettre le pied un peu à l'étrier des fonds qui ont besoin d'aide et pour se lancer, pour ensuite à terme essayer d'être compétitif face aux Américains. Et juste pour revenir rapidement sur ce point-là, de compétitivité face aux autres régions, pour que les gens se rendent compte, parce qu'on a l'habitude de se flageller en France en se disant « Ouais, de toute façon, les Américains, ils sont plus rapides que nous, ils sont plus forts que nous, etc. » Ouais. Franchement, dans le Web3, c'est un des rares moments, ou un des rares endroits où on peut vraiment être globalement fier de ce qu'on est en train de faire. Ouais. À titre d'exemple, en termes de start-up, de création de start-up et vraiment de vivier de force vive, vraiment de créateurs et de builders, en Europe, et plus particulièrement en France, on a environ 6500 startups dans le Web3 qui sont au niveau, avant d'être backés par du VC, au tout début des premiers investissements. Environ 6000, environ 6-7 000, pas plus. Ok. Aux États-Unis, globalement la même chose, avec environ 500 startups de moins. Donc, on se bat à armes égales, on a même un peu plus de projets. Et ok, néanmoins, comme on le disait tout à l'heure, quand on prend le top VC américain vs le top VC européen, on a un rapport de 30, enfin c'est énorme. Ouais. Quand on prend les 10 premiers VC américains, on est à une vingtaine de milliards, vs nous, on est à même pas 1 milliard. Et donc du coup, nécessairement, les fonds VC américains, ils ont aussi des startups dans lesquelles il faut investir, et donc du coup, nécessairement, ils viennent en France, mais aussi en Europe, pour investir. Et ça se voit particulièrement dans leur présence dans les tours en pré-seed. Par exemple, une data assez révélatrice, globalement, les fonds américains, ils représentent environ 8% dans les levées en seed, pré-seed. Donc, dans une boîte standard tech, un fonds américain, généralement, il représente 8%. En Web3, c'est 21%. Ok. Donc, ils sont surreprésentés dans le Web3 parce qu'il y a un peu un gap de financement dans le secteur en Europe. Et forcément, les autres régions, ils en profitent. Et donc, du coup, ils sont surreprésentés parce qu'il y a de la performance à faire. Nous, notre rôle, c'est ça. C'est d'essayer de réduire ce gap et de faire en sorte qu'il y ait des fonds VC qui soient là. Et la BPI, non plus par rapport aux autres, mais par rapport à elle-même et son portefeuille, est-ce qu'elle est bullish sur le Web3 ? Ouais, bonne question aussi. Ou est-ce que maintenant que la hype, elle est passée, non, mais la BPI aussi a changé de hype? Non, et ça, c'est notre rôle, justement, et ça, c'est top. Et je suis très content, pour le coup, de les avoir rejoints, notamment pour ça, parce qu'il y a une stratégie qui a été réfléchie, et elle est actée, et on a cette poche qui est en fonds propres, et qui est actée, et qui doit être déployée dans le temps. Et en fait, nous, notre rôle, c'est un peu d'être monocyclique. C'est-à-dire que quand tout le monde est bullish, on reste calme et on investit globalement au même rythme. Et quand on est en bear market et que tout le monde dit c'est la fin du monde, on reste stable aussi. Le but, c'est d'avoir le même prisme d'analyse et de rester stable. On ne veut pas avoir un rôle notamment contra-cyclique en essayant de plus déployer parce que ça va mal. Et donc, du coup, non, on garde les mêmes exigences d'analyse. Et on essaie de rester stable dans le temps. Donc non, vraiment, c'est vraiment stratégique. Et on est vraiment c'est une institution qui est autant stratégique que financière. Et donc du coup, on ne réfléchit pas uniquement d'un point de vue financier, mais également stratégique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je n'avais pas fini, mais les 3 objectifs, c'est vraiment donc, faire en sorte que les startups en France trouvent des financements, les startups crypto. 2, faire en sorte que les VC, l'écosystème VC soit gros et riche. Et enfin, le 3e objectif, c'est le dernier objectif financier classique, c'est avoir un portefeuille diversifié et performant. Donc là, c'est vraiment les 3 et voilà, dimension stratégique et financière. Ok. Et quand on est un fonds souverain, quand notre objectif c'est vraiment de développer le marché français dans sa globalité, quel est l'indicateur qu'on va aller chercher au plus ? Tout à l'heure, tu as parlé de 6000 projets. Est-ce qu'on va aller chercher les projets dans le nombre ? Donc, faire en sorte, donner plein de petits tickets pour faire en sorte qu'il y a plein de petits projets qui sortent, ou est-ce qu'on va se mettre
d'avis à aller accompagner les gros mastodontes, notamment en France. On a quand même, je ne sais plus combien de licornes on a, je crois 3 ou 4. On a Ledger, Ariane. on a Ariani. C'est une licorne, Ariani? Ariane, Ledger, Sorar. Ledger sera probablement Ariane. Ariani. Ok, d'accord. À vérifier. Ok, d'accord. Mais il me semble. Mais en tout cas, on a des licornes dans le secteur. Est-ce que donc un écosystème se juge à ses top players ou est-ce qu'il se juge aux players moyens? C'est quoi la data? C'est les deux, en fait. Okay. Il faut être au début et à la fin de la chaîne. Alors, et à la fin, on n'a pas vraiment de vrai investissement en growth en crypto Web3, c'est-à-dire du série B, C, D. Tu peux pas créer un fonds qui va faire uniquement du série C, par exemple, parce qu'en fait, ton fonds, il va juste être un index de ce qui se fait de bien à ce niveau-là de croissance. Okay. Et donc, mon point, c'est, d'une part, comme tu le disais, faire du volume, parce que tu sais pas où est-ce que va naître la nouvelle licorne. Et donc, faire du volume en early stage, donc pré-seed, seed, early, série A, et voilà. Et en même temps, et c'est ça tout l'enjeu qui est compliqué, c'est de faire en sorte que tu aies, d'une part, des fonds qui sont en mesure, et toi-même, en mesure d'accompagner des sociétés à échelle. Donc, on a un gros exemple que tout le monde connaîtra, c'est Ledger, par exemple. Ledger, ils ont la techno et le potentiel de devenir leader mondial. Et là, c'est plus le même accompagnement que quand tu es sur du série A où tu dois créer la techno, tu dois challenger le BP et que tu es les premiers pays qui sont en train d'être taclés. Là, on est vraiment sur un autre level de croissance qui nécessite tout autant d'accompagnement que le début. Donc, du coup, la réponse, c'est il faut être partout. Ok, d'accord. Il faut réussir à être bon partout. C'est ça. Et c'est ça qui est dur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez aussi cette double casquette. On investit dans des fonds et on investit dans des startups. Ouais, totalement. Okay. Totalement. On peut pas. Et c'est aussi pour ça que, c'est pas à BPI de faire le marché. Encore une fois, c'est juste des tendances. On impulse et ensuite c'est aux acteurs, c'est aux différents fonds, c'est aux différents aussi du coup entrepreneurs de faire pour sûr. Ok. Et sur ça, parce que le Web3, tu m'as parlé, 100 millions à peu près, la poche. L'IA, on a entendu des mots, des faits qui sont un peu, je crois que c'était 2 milliards, une poche qui a été en tout cas demandée par l'État ou d'investissement, à part si j'ai mal lu ou c'était les gros titres. Je vais pas m'avancer. Ok, mais est-ce qu'on investit plus dans l'IA que dans le Web3 ou ça se passe comment? Alors, on n'a pas de hype. L'IA, alors pour moi, l'IA, c'est une innovation incrémentale. Okay. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années qu'on entend parler dire. Au moins, une dizaine d'années. La première forme, c'était les chatbots. À l'époque de Facebook, il y avait un chatbot à ci, chatbot à ça. En fait, là, mon point, c'est que il y a une multitude d'entreprises, j'ai pas la data, mais une multitude d'entreprises qui intégraient déjà plein de process d'IA. Et là, notamment avec ChatGPT, ça est passé à un autre level où c'est d'autant plus important parce que l'intégration dans des solutions business est plus facile et donc du coup, ça se diffuse d'autant plus rapidement. Mais mon point, c'est qu'en fait, cette stratégie d'investissement, elle existe depuis un certain temps. Et que on n'a pas eu le shift stratégique de se dire ok, maintenant on va faire de l'IA. Non, en fait, ça existait déjà, et notamment avec toutes les initiatives sur la deep tech que BPI a, ça fait des années que... Ouais, mais je crois qu'il y avait quand même eu à un moment ce côté où c'est un besoin de souveraineté. C'est-à-dire qu'on a besoin, parce qu'aujourd'hui, il y a une notion que je parle souvent dans le podcast ou dont je parle souvent, c'est la notion d'impérialisme technologique. Sur le fait que aujourd'hui l'Europe restreint un peu les GAFAN par le RGPD, parce que sans ça, c'est eux qui nous influencent. Aujourd'hui, si on n'utilise que les outils venant des Américains, ça va être l'éthique américaine qui va nous être dictée. Toutes ces choses-là où on dépend en fait c'est un hyper bon point. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, il y a les dernières lois qu'on a fait sur l'IA, et notamment sur l'éthique, se basent sur des études de l'éthique de l'IA, mais qui sont américaines. Et donc, du coup, qui ont un prisme d'analyse très américain. Exemple, le traitement de la pauvreté, il est, pour caricaturer, modèle américain, c'est-à-dire
C'est de ta gros faute. modèle. Ouais, non mais C'est de en ta stéréotypant, faute. c'est T'es de ta pauvre, c'est de faute. ta faute. Et donc du coup, ils le traitent pas du tout. Ouais. Alors que l'aspect des races, que nous on n'a pas, parce qu'il n'y a pas de sujet, eux l'ont. Du coup, je disais que le prisme d'analyse des recherches sur l'IA et notamment sur l'éthique de l'IA qui est menée aux États-Unis et qui globalement fait un peu globalement le standard de ces analyses éthiques en ce moment, il n'est pas neutre. Et il est hyper important, c'est un sujet de souveraineté numérique et d'éthique, qu'on ait nos propres centres qui fassent de l'éthique et qui analysent l'éthique avec notre propre grille de valeurs européennes, françaises, pour pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions dans la prochaine réglementation. Et pour revenir sur la partie vraiment blockchain, c'est globalement pareil. Là, on a un énorme enjeu de souveraineté dans les années qui arrivent pour prendre le virage et ne pas se retrouver dans la situation où on a Google, Amazon, Facebook qui sont tous américains et où on peine à se défendre. Donc voilà, l'enjeu, il est vraiment sur de la souveraineté numérique et il faut prendre le sujet en amont pour pouvoir... Mais naturellement, quand tu parles de ça, moi, il y a un sujet qui, moi, me tient énormément à cœur et je pense toi aussi un peu, c'est l'Afrique. Ouais. Comment est-ce qu'on fait aussi pour que... parce que là, on voit que l'Europe doit rattraper le train de retard par rapport aux États-Unis. L'Afrique doit rattraper le train de retard par rapport à tout le monde. Par rapport à tout le monde. Ouais, ça c'est un autre grand sujet. Il faudra un BPI dans chaque pays d'Afrique. Ouais, alors d'une part, il y a déjà cette initiative qui se lance. BPI, je ne peux pas en parler en détail parce que je ne connais pas leurs avancées, mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un service d'aide pour créer des équivalents BPI France dans différents pays, et notamment des pays d'Afrique subsaharienne de l'Ouest. Et l'objectif, c'est pas de faire un BPI France, mais vraiment de faire juste une banque publique d'investissement et de donner un peu la roadmap pour pouvoir créer une banque publique d'investissement et faire ce push stratégique dans certains secteurs. Donc voilà, c'est des peu prestats d'aide et de conseils. Et c'est un bon point. Cet aspect de souveraineté, il est clé. Et il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans mon entourage, il y a vraiment plusieurs personnes assez académiques qui réfléchissent à ce sujet, qui écrivent dessus. Et je pense que ça va être un sujet clé pour les prochaines années. Notamment que tout l'enjeu de la blockchain, ça reste quand même l'ownership. Et rendre l'ownership. Donc, si on part sur un 80% des nodes qui sont basés aux US et qu'on retourne finalement dans un système hyper centralisé, ça serait dommage. Ça serait vraiment pas grand-chose. Par rapport à ça, du coup, est-ce que un sujet comme ça, vu qu'on parle de souveraineté, l'euro numérique, est-ce que c'est un sujet sur lequel... Ouais, ça c'est hyper important, tu fais bien de le mentionner. Et d'ailleurs, Christine Lagarde vient de... Alors, hier ou avant-hier, ils ont officiellement annoncé le lancement de l'expérimentation de l'euro numérique. De ces deux phases, parce qu'il y a quand même deux phases dans l'euro. Le cash plus. Je pense que c'est le début de l'adoption de masse. Il y a eu un petit sujet de question de sécurité sur l'anonymat qui ne sera pas à 100% sur cet euro numérique. On avait un peu peur d'un Big Brother incoming, un peu comme le profil, la gestion chinoise de la chose. Mais non, mon avis et ce que j'en pense, c'est que voilà, c'est les premières phases de l'adoption de masse. On est globalement, et d'ailleurs moi j'aime pas du tout le bear market qu'on dit. Moi, je pense pas qu'on soit en bear market du tout, mais anyway. Après, les données du bear market sont quand même là. On voit que le marché est moins dynamique, il y a moins de fonds, les ceintures se resserrent un tout petit peu. Tout le monde a le sourire, mais... Non, mais alors... Mais c'est pas la fête. Il y a quelques années, si on m'avait dit taux d'intérêt qui explose, un FTX qui explose, un Binance qui vacille... je me serais dit, ok, le Bitcoin, il va tomber à zéro. Là, il a dépassé les 30 000 aujourd'hui. Enfin, il y a toujours et le nombre de développeurs continue d'augmenter. Bref, on est sur quelque chose qui maintenant est là pour rester. Et on est plus sur à quel moment ça va vraiment s'accélérer. Est-ce que tu penses qu'on vivra, entre guillemets, un dernier bull market, c'est-à-dire une dernière progression fulgurante et après plutôt stabiliser
Déjà, je sans voudrais pas rechute. m'avancer sur le futur du marché parce que... C'est pas un conseil en investissement, C'est ça pas- c'est sûr, mais... Non, ce que je crois, c'est qu'on arrive au niveau où l'adoption de masse va se profiler Mhm. et des killer apps un peu. Donc équivalent un peu pour le Web 2 de l'iPhone qui arrive en 2007. Mm. Je pense que c'est le next step. Et en fait, je pense qu'on a déjà un petit prémisse de ce que c'est. Je pense qu'on le cherche à chaque fois. À chaque fois, tout le monde parle de cette killer app et de voir comment où est-ce qu'on va arriver à l'adoption de masse. Mais en fait, je pense, et globalement, enfin bref, je pense, honnêtement, Je pense, donc je suis. que les stablecoins, c'est déjà une première forme en fait de cette killer app. Mhm. On a 25 millions d'adresses de têtes de stablecoin qui transitent Mm. toutes les semaines, Ok. un montant de il me semble que c'est moins de 1000 dollars Mhm. par semaine. Et dedans, il y en a près de 75%, ils sont à moins de 100 euros. Ok. Donc, mon point, c'est que, et si on ramène ça à, par exemple, bon, je suis bien conscient qu'une adresse ne veut pas dire une personne, néanmoins, en faisant le proxy, Ouais. ça équivaudrait globalement à la cinquième plus grosse banque américaine, il me semble. Ok. Donc, on est déjà sur un... Sur tous les stablecoins ou sur un stablecoin en Sur tous les particulier? stablecoins. Ok, d'accord. On est déjà sur une première étape de l'adoption de masse Mhm. et des utilisations aussi qui sont vraiment des utilisations de retail et pas de l'investissement de long terme. Mm. Il n'y a qu'un tiers de ces stablecoins qui sont sur des exchanges. Le reste, en fait, c'est même pas sur des exchanges. Il y a moins d'un tiers qui est sur des exchanges. Donc, c'est vraiment de l'utilisation quasi quotidienne, en tout cas régulière, de... Donc crypto. l'usage change là actuellement. L'usage change. Et Ok. je mentionnais à ce point-là de stablecoin parce que l'euro numérique, ça va totalement en ce sens. C'est c'est vraiment utiliser de la monnaie que tu peux coder. Tu Mhm. peux vraiment créer un code qui va te permettre de mieux utiliser cette monnaie. Et la digitalisation des monnaies va être, parce que imposée, et en tout cas suggérée fortement avec cette initiative par la BCE, elle va être institutionnalisée, littéralement. Et donc, toutes les banques de second rang qui sont un peu frileuses en se disant est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, bon, bah, là, il y a la BCE qui y va avec un produit qui est le Cash Plus sous blockchain. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fancy dans les produits qui vont être créés. Néanmoins, il y a le premier pas qui est fait par le Rulers. Ok. Donc voilà, je pense que c'est une question de temps avant qu'on arrive à cette adoption de masse, que ce soit un peu diffus. Et en fait, on ne parle même plus de révolution parce que ce sera partout. Ouais. On ne parle plus du fait qu'il y a Internet. On utilise nos téléphones, il y a Internet un peu partout parce que ça a réussi à être diffus vraiment partout. Ouais. Et je pense qu'on est en train de vivre là le début. Donc vraiment cette diffusion. Ok, très bien. Top. Le top, il était bloqué. On passe à la troisième partie. Et donc, il y a un sujet sur lequel je ne pouvais pas forcément... Il y a un sujet qui me tient tellement à cœur, je ne pouvais pas te laisser passer sur le podcast sans pouvoir l'aborder. On a parlé BPI, c'est top. Moi, j'ai un gros faible, donc je travaille pas mal avec des boîtes en Afrique et j'aime beaucoup ce côté... pour moi, la blockchain fait totalement sens parce qu'elle a un impact dans les économies du Nord, dans celles dans lesquelles on vit actuellement. Mais je pense que le vrai impact qu'elle a, il est surtout en Afrique, dans les pays en voie de développement. Ouais. Toi, tu as un projet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet, nous dire de quoi il s'agit et juste nous faire rêver, quoi. Ouais, totalement. Avec plaisir. Je pense que, d'une part, pour un peu revenir sur ce que tu disais, le réel impact dans les pays émergents, en voie de développement, etc., il est en puissance pour l'instant. Et je pense qu'il va d'autant plus se révéler quand on va avancer dans la décentralisation et dans un peu l'approche vraiment globale de tous les projets qui seront disponibles. Mais donc pour revenir sur ce projet qui est un side project et qui effectivement un peu me tient à cœur parce que c'est un peu de mon histoire. Comme je te le disais, je suis franco-togolais, raised and born here, à Paris, enfin à côté de Paris, bref. Et en revanche, je vais au Togo environ 2 fois tous les ans depuis que je suis quasi né. Et comme toutes les personnes qui ont un peu une double culture, tu vois assez rapidement
dans les deux cultures, ce qu'il y a de différent, et en grandissant, et notamment en s'intéressant à l'économie, tu vois forcément des opportunités en disant ah bah tiens, c'est dommage, un peu l'équivalent de si tu es franco-américain, tu vas aller aux États-Unis, tu vas voir ah bah tiens, il y a cette app, ils sont en avance sur ci, ils font ça, donc en revenant en France, tu vas un peu avoir des idées. Et j'ai un peu eu la même chose en allant régulièrement au Togo, et notamment j'ai vu des opportunités et qui sont gigantesques et qui sont hyper importantes, notamment pour le développement du pays, sur les aspects de immobilier et foncier. Globalement, pour faire simple, le cadastre et le registre foncier n'est pas forcément terminé, notamment au Togo. Et donc, du coup, il y a plusieurs zones qui ne sont pas 100% cadastrées. Et de manière, donc ça, c'est pour une partie. Et d'une autre partie, le marché immobilier du real estate, de manière générale, doit aussi gagner en maturité, on va dire, en termes d'infra, pro et aussi d'invitation. Et donc, le temps passait, j'ai toujours eu envie de faire quelque chose et de m'impliquer un peu pour le développement, et je ne savais pas comment faire. Et avec le temps et avec les différentes opportunités qui sont passées devant moi, je me suis rendu compte qu'en fait, cette techno de blockchain et cet aspect intrinsèquement global faisait totalement sens pour des investissements en Afrique et notamment au Togo. Totalement, mais même je te coupe, en Centrafrique, moi-même à titre perso, on a eu ce cas-là avec ma mère où on a acheté plusieurs terrains, et on a eu 2 de ces terrains-là qui au final ont été vendus 2 fois. Voilà. Donc on a dû aller, on a dû aller prouver devant la loi. On a perdu un parce que malheureusement l'autre aussi avait acheté dans les règles de l'art. Et je ne sais plus sur quel créneau ils avaient jugé, mais son côté était plus justifié que le nôtre. Je ne sais plus, je crois qu'il l'avait acheté avant, et nous, on nous l'avait revendu après. Vice-versa, dans l'autre, c'était l'inverse. On avait acheté avant, l'autre, après, du coup, c'est nous qui avons gagné. Et un autre où, en fait, on a un autre terrain actuellement où on voulait construire dessus. Et une personne de la ville a refusé parce qu'il dit que c'est le sien. Il n'a aucun papier pour le prouver. C'est des histoires comme ça, c'est sans fin. Et t'es pas du tout la première personne à me dire ce genre d'histoire parce que c'est sans fin et c'est incroyable parce que c'est un cas d'école presque de confiance. C'est est-ce que tu as une institution qui est là, qui est fiable, sur laquelle tout le monde peut se baser pour baser sa confiance. Et c'est tout l'enjeu de la blockchain. Ouais. C'est tout l'enjeu de la blockchain, c'est de faire en sorte que les interactions soient sans ce tiers de confiance et que la confiance, elle soit dirigée par la techno et par, d'une part, l'impossibilité du double spending, ça c'est sûr, mais aussi la pérennité dans le temps de cette confiance. Et du coup, le projet, c'est en 2 mots, c'est ça. C'est utiliser la blockchain pour rajouter de la confiance dans de l'investissement qui a haute valeur ajoutée dans les pays d'Afrique. Ça s'appelle Mina, projet. Okay. Et vraiment, c'est un side project un peu à l'image de je pense, de ta mère et toi, qui investissent un peu là-bas. Vous avez envie juste de le faire de la meilleure manière possible. Ouais, totalement. Là, globalement, c'est exactement la même chose. Et juste pour finir sur un point, un peu le fondement un peu éco de la chose, j'aimais beaucoup l'éco et ça venait aussi un peu globalement de ça, le projet. Globalement, ce qu'on nous apprend, et c'est un peu une illusion, c'est finance internationale, tu as des personnes qui sont en excédent et des personnes qui sont en besoin. Et donc, du coup, en théorie, tu as une juste allocation des ressources. Donc, globalement, les excédents, les personnes qui veulent investir, ils investissent à l'endroit où le rendement est le plus élevé. Et en fait, plus les gens investissent à cet endroit où le rendement est le plus élevé, plus l'opportunité devient moins unique. Et donc, du coup, les taux baissent et donc, du coup, ça s'équilibre. Enfin bref, c'est les fonctionnements de marché que globalement, on apprend. Le problème, c'est globalement un mensonge. Parce qu'on n'est pas dans une situation de concurrence pure et parfaite. Ouais, on disait petit couac, mais ouais, c'est parti. Ouais, il y a eu un petit couac sur cette partie-là. Les aléas du direct, vous savez, on building public où je vous dis tout, vous voyez tout. et du coup, vas-y, ouais. Mais ouais, je comprends. Je disais que globalement, anomalie dans la finance qu'on apprend et sur la juste allocation des ressources, et notamment à cause de ces frictions hyper importantes pour investir globalement à l'autre bout du monde.
La proposition de valeur globalement de la blockchain, c'est aussi ça. C'est faire en sorte que les intermédiaires de confiance, notamment dans de la finance internationale, soient drastiquement réduits et que monsieur tout le monde, partout dans le monde, puisse investir globalement partout dans le monde de manière hyper transparente et hyper rapide. Et je pense que, en l'occurrence, pour l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne et de l'Ouest, en tout cas que je connais le mieux, c'est hyper important. À titre d'exemple, la diaspora et tous les montants de rémittance, donc tous les montants qui sont envoyés par la diaspora à leur famille en termes d'investissement, mais aussi en termes juste de soutien, c'est considérable. C'est notamment pour le Togo, c'est plus important que le budget étatique pour le développement. Donc, c'est une caractéristique de l'économie importante, vraiment clé, et notamment pour les axes de développement, ça va être également clé. Et je pense, je suis vraiment persuadé que l'utilisation de la technologie, ça va permettre de mieux réaliser ces transferts et de mieux les cibler. Et dans la durée, je pense que ce sera clé pour le développement. Là où je le vois très bien, c'était par exemple, j'avais assisté à une conférence où il y avait des institutionnels de Côte d'Ivoire qui parlaient et qui disaient, mais la grosse problématique, c'était pas sur la blockchain, mais ils disaient que le gros problème, c'est que les gens veulent investir, mais ça manque de confiance. Il y a de la confiance qui manque parce que lorsqu'il y a un litige, est-ce que les personnes qui vont gérer ce litige-là seront intéressées ou pas du tout? Et c'est ça qui manque aussi un peu en Afrique pour attirer des capitaux. On l'a vu dans le monde du Web3, la France a été un vecteur qui a attiré énormément de capitaux parce que c'était la première à avoir légiféré les cryptos. Et donc, comme ils ont mis ce pied, forcément, elle a créé de la confiance en disant, OK, là, je crée un écosystème de confiance où je vous montre que il faut être enregistré PSAN, voici toutes les choses, hop, hop. Et en plus, c'est ça qui a influencé la règle européenne, donc en lien avec MiCA, c'est sur ces aspects-là. Donc, on voit que lorsqu'on arrive à mettre un peu de cadre, lorsqu'on arrive à être un intermédiaire de confiance, ce qu'est la blockchain, en fait, on est vecteur d'opportunités. Ouais, totalement. Le cadre réglementaire français, et là, pour le coup, on a initié MiCA, notamment grâce à la DAN, qui a fait un job incroyable et ils ont été franchement hyper en avance sur ce coup. Et là, ça nous permet, en tant que région en Europe, d'être en avance. Et notamment sur la position actuelle de la SEC, le régulateur américain, qui lui est dans une position un peu plus punitive et qui pose problème notamment pour les entrepreneurs américains. Et donc du coup, comme tu le disais, effectivement, en Europe, on a cette chance d'avoir ce cadre réglementaire qui n'est pas parfait, clairement, mais qui a le mérite d'exister et qui permet à plein de sociétés, à plein de fonds, à plein d'entrepreneurs d'évoluer dans cet écosystème-là. Mais pour revenir au sujet, pour le coup, de la région subsaharienne, enfin de l'Afrique de manière générale, ce cadre réglementaire, il est aussi en train d'arriver, mais on fait face à un challenge qui est un peu différent de celui qu'on est en train aussi de faire face en Europe actuellement. C'est qu'on a une adoption et une utilisation de la techno qui est différente. Je m'explique, le secteur bancaire et de confiance, littéralement, des sociétés en Europe n'est pas le même que, et je globalise en niveau régional, qu'en Afrique. Parce que, comme tu le disais, le double spending d'un bien urbain à Paris, ça n'existe pas. En revanche, le double spending d'un bien à Lomé, par exemple, ça arrive. Et donc, du coup, cette notion de confiance et ce cadre réglementaire, il est d'autant plus important sur place, mais la contrepartie, c'est qu'il est aussi d'autant plus difficile à mettre en place. Et donc, c'est un énorme challenge. Et je pense que là, dans les prochaines décennies, ça va être game changer. Même sur cette notion de game changer, est-ce que, moi j'en suis convaincu, mais qu'est-ce que tu penses du fait que l'Afrique soit en retard est un avantage qu'elle peut avoir à l'adoption de ces nouvelles technologies sur lesquelles ici il faut déconstruire pour reconstruire, alors que là on a un terrain vierge sur lequel on peut tout de suite construire une cathédrale. C'est un bon point. Le terme de retard déjà, bref, mais c'est pas vraiment en retard, mais on se comprend. Effectivement, sur d'autres sujets, moi j'ai passé là 3 semaines cet été à Lomé au Togo, sur plein de points, comme je le disais tout à l'heure au début du podcast, double culture, et tu vois des choses qui se font pas, etc. Totalement, Il y a des points
où ils sont totalement en avance. Sur l'adoption de la mobile money, l'utilisation par exemple de Lydia, je demande à mon père qui a d'utiliser Lydia pour payer je ne sais quelle facture, il va un peu me regarder bizarrement en me disant bizarre. Là-bas, c'est la base. Ouais, totalement. Donc le taux de pénétration globalement de l'utilisation du téléphone et donc du coup de mobile money vs le taux de pénétration du système bancaire n'a rien à voir. Je les ai plus en tête, je veux pas dire n'importe quoi, mais il est bien plus important sur l'aspect mobile money que sur le bancaire traditionnel. Il y a plein de personnes qui ont juste pas de compte en banque mais qui ont leur numéro de téléphone et qui ont de l'argent sur leurs différentes solutions de mobile money. Et donc structurellement la population elle sera plus enclin à adopter des solutions Web3 décentralisées, où tout le monde est sûr globalement de l'utilisation décentralisée de la monnaie, mais de tout autre service, VS un État comme l'État, n'importe quel État européen, qui a déjà un système bancaire qui fonctionne, et qui va chercher à s'optimiser, bien sûr, et c'est le cas, on le voit déjà, là, avant-hier, JP Morgan qui a lancé sa solution de tokenisation, de collatéralisation. Il y a BlackRock qui s'est mis dedans et donc il y a des choses qui se font. En France, il y a le cash plus qui arrive. Enfin bref, on est en train de prendre le pas, mais c'est plus un souci d'optimisation. Là, pour l'instant, le système bancaire il est très silonné. Chaque banque a tout son système et donc du coup, il y a de l'optimisation à faire en termes d'infrastructure technologique. Ok, très bien. Néanmoins, il fonctionne bien ce système, globalement. Dans la région, là, en Afrique subsaharienne, encore une fois, Togo, Bénin, Ghana, je tenais plus ou moins, système bancaire est là, ok, mais au-delà de l'optimisation, on peut encore shifter toute une partie importante de la structure. Et c'est, comme tu le dis, c'est un peu l'avantage de partir from scratch sur certaines adoptions digitales et du coup ça permet d'accélérer, d'aller plus vite et de faire un saut un peu d'adoption technologique. Et c'est hyper excitant parce qu'on parlait tout à l'heure de l'adoption de Internet, on se sentait un peu dans les années 2000, que c'était le début. Ouais, total, mais du coup il y a plein de choses à faire, plein de projets à faire et je trouve ça hyper et du stimulant. Coup dans cette multitude de projets, dans tout ça, où se place Mina et qu'est-ce qu'on peut espérer pour Mina? Écoute, pour l'instant, d'une part, je suis très bien à BPI. C'est un peu un dream job. Je rencontre beaucoup de monde, c'est hyper enrichissant et j'y suis vraiment pour rester. Et là, ce qu'on peut attendre pour Mina, c'est un projet en side project pour l'instant. Que tu gères avec ton frère, il me semble. Exactement, tu gères avec mon frère, donc c'est un peu projet familial également. Donc on voit un peu comme si on faisait une SCI 2.0, enfin plutôt 3.0, où on gère nos aides, comme un jeune actif qui gère sa SCI un peu familiale, mais cette fois sous forme, en utilisant la techno, en essayant de le faire de manière le plus clean possible, et surtout de pointer du doigt et de faire un proof of concept d'une utilisation qui pourrait être massive. Le but, c'est vraiment de montrer un modèle d'implication dans une économie qui pourra ensuite être répliqué à grande échelle. Donc c'est ça un peu l'idée et l'ambition. Et donc très content d'échanger d'ailleurs avec toutes les personnes qui se sentent concernées de près ou de loin par le projet. Parce que, encore une fois, il y a plein de choses à construire, il y a plein de réflexions à avoir. On en parlait tout à l'heure, des réflexions un peu éthiques, mais aussi économiques, mais aussi techniques, pour le coup, sur comment réaliser la chose, aussi réglementaire d'ailleurs. Donc du coup, vraiment, il y a tout un peu une communauté qui peut se créer autour de ce projet, qui, je pense, fait vraiment sens, et qui, dans tous les cas, va s'insérer dans une dynamique qui, dans les prochaines années, va prendre de l'ampleur. Donc voilà, vous pouvez... Il y a un site, mina.io. Top. Mais du coup, on arrive à la fin un peu de notre épisode. Je te laisse le mot de la fin. Ouais, en mot de la fin, je dirais que j'essaie un peu de me parler à moi quand j'écoute plein de podcasts. Je trouve ça un peu stimulant et puis ça se tèle un peu partout dans ta semaine et c'est sympa.
mais notamment sur la crypto, et ça fait plusieurs années que j'écoute des podcasts, donc très drôle, dont là, faire un podcast. Mais globalement, si je me parlais un peu à moi en train d'écouter des podcasts, je dirais juste un mot de la fin, n'hésitez pas à sauter. Ouais. C'est encore une fois, on est en termes d'adoption, on est environ dans les années 1999 de Internet. Il y a plein de choses à faire. Même encore une fois, si c'est un side project, si c'est juste... je pense que chacun a ses convictions, ses passions, ces choses qu'ils font en dehors de leur taf de tous les jours. Et en fait, il faut, comme Internet, il faut essayer de empowered, je sais pas comment le dire en français, je me déteste en disant ça. Mais il faut essayer, peu importe tu l'as pas non plus, non tu vois. plus. Le projet que vous avez, vous rajoutez la couche un peu Web3, tout ce que ça peut améliorer. Et en fait, encore une fois, comme sur Internet, donc vous aviez l'option de le faire sans Internet, si vous rajoutez l'option Internet dans le projet, tout de suite ça prend une grosse ampleur. Ok, très bien, si vous avez la même opportunité mais avec le Web3, juste imaginez ce que ça pourrait faire. Et ça fait un grand champ de possibles qui est assez excitant. Du coup, voilà, j'incite toutes les personnes qui ont un peu des petits projets, qui sont entrepreneurs, à essayer d'avoir cette ouverture-là, et notamment le podcast que tu fais de vulgarisation, et avec les snap podcasts aussi. Ouais, ça va arriver. C'est dur, mais ça va arriver. Ça va arriver. Non, mais c'est trop bien aussi cette vulgarisation de concepts et aussi d'outils. C'est hyper important. Donc, consommer sans modération le contenu Domino. On like, on partage, c'est parfait. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour ton partage, c'était vraiment qualitatif, on a eu des bonnes discussions et j'espère à une prochaine. C'était un plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues, et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos Snack Podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.